et c'est une co-organisation en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Tout de suite, nous allons attaquer et démarrer avec nos allocutions. Tout à l'heure, je vais vous donner une idée sur la suite du programme. Nous allons avoir des panels très riches, de très haut calibre pour un sujet qui le mérite, très stratégique et crucial pour notre pays. Tout de suite, les allocutions d'ouverture. Nous allons démarrer avec le ministre de l'économie et de la planification, M. Seni Sayed. Madame la ministre de l'Énergie, Monsieur le ministre du Transport, Madame la présidente du PNUD, Monsieur le président de l'OTICA, honorables invités, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à cette conférence nationale portant sur la stratégie énergétique de la Tunisie à l'horizon de 2035. Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie d'avoir organisé cette conférence et de m'avoir invité pour y prendre part. La stratégie énergétique constitue l'un des piliers principaux de stratégie sectorielle qui ambitionne de réaliser la vision Tunisie 2035 et qui seront actés par le plan de développement 2025 et les plans quinquennaux qui suivront. La vision Tunisie 2035 a été finalisée depuis le mois de juillet dernier. Le plan 23-25 a été validé par le Conseil des ministres, dont sa première version est fait actuellement l'objet d'enrichissement et d'affinement. Nous procédons ces jours-ci à une harmonisation du contenu de la vision, du plan et des stratégies sectorielles pour garantir la cohérence et l'efficacité requises dans leur mise en œuvre. Mesdames et messieurs, le secteur de l'énergie en Tunisie fait face aujourd'hui à des défis importants qui nécessitent la conjugaison de tous les efforts. En effet, le système énergétique tunisien, caractérisé notamment par un mix énergétique dominé par les hydrocarbures où la part des énergies renouvelables reste marginale, des ressources nationales comme hydrocarbures en déclin contre une croissance soutenue de la consommation d'énergie, une forte dépendance de l'ordre de 97% du secteur électrique à l'égard du gaz naturel, un approvisionnement énergétique dépendant des importations aussi bien pour les produits pétroliers que pour le gaz naturel, des prix fortement subventionnés et une politique de compensation induisant une lourde charge sur le budget de l'État aggravée ces derniers temps par la hausse des coûts mondiaux du pétrole. Mesdames et messieurs, les enjeux du secteur énergétique se trouvent au cœur des problèmes d'ordre stratégique avec la sécurité d'approvisionnement et de gouvernance économique en lien avec la compensation sociale, notamment pour les classes sociales défavorisées, environnementales, puisqu'une part de plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l'énergie présente un enjeu majeur dans la politique environnementale. Pour faire face à ces enjeux, l'État s'est doté depuis 2016 d'une stratégie nationale d'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique à travers l'encouragement de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, avec un objectif qui a été récemment augmenté à 35% à l'horizon de 2030 contre seulement 4% actuellement. Le plan de développement économique 23-25 vise à augmenter la part de l'énergie renouvelable à 24% à l'horizon de 2025 avec une capacité installée de 2170 MW et un investissement de 5390 millions de dinars dont l'objectif d'honorer les engagements de la Tunisie à réduire l'intensité carbone de 45% d'ici 2030. Une attention particulière a été portée aux projets énergétiques à dimension économique et sociale qui contribuent à la réduction de la demande d'énergie, à la création d'emplois et à la maîtrise du coût des subventions. Mesdames et messieurs, la Tunisie est appelée à diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique et à assurer une intégration de son réseau électrique avec les pays voisins. À cet égard, le projet ELMED d'interconnexion entre la Tunisie et l'Italie est un projet stratégique
qui permettra une meilleure intégration entre les marchés de l'électricité de la Tunisie et l'Italie et le renforcement de la connectivité électrique entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Le coût estimé à 140 millions d'euros sera partagé à part égale entre la STEC et son homologue italien Terna. L'Union européenne a approuvé un soutien financier exceptionnel de 307,6 millions d'euros sous forme de dons. Plusieurs bailleurs de fonds ont exprimé leur disposition à accompagner la Tunisie pour boucler son schéma de financement. Ce projet nous offre une opportunité considérable pour les investissements privés en mode PPP dans les domaines des énergies renouvelables. Afin d'en tirer pleinement profit, nous engageons de manière proactive tous les préparatifs nécessaires en termes d'infrastructures foncières, de connexion et de transport, de manière à pouvoir exploiter totalement la capacité disponible dès son entrée en exploitation. Mesdames et messieurs, afin d'accélérer la transition énergétique, il a lieu d'encourager davantage le recours aux énergies renouvelables à travers des programmes destinés aux ménages à l'instar de Prosol, Prosol élec social et Prosol élec économique. Il convient également de recourir aux nouvelles techniques de construction permettant des économies d'énergie à l'instar de projets de transition énergétique dans les établissements publics financés par KfW et le Fonds de transition énergétique pour installer environ 300 MW durant le plan 23-25. Les subventions des produits énergétiques ont atteint 7,6 milliards de dinars en 2022. Ce niveau est simplement insoutenable. Une démarche progressive vers l'application de la vérité des prix s'impose et doit être accompagnée par une maîtrise de la consommation et de l'efficacité énergétique tout en apportant un soutien financier aux familles à faible revenu et à la classe moyenne. Mesdames et messieurs, l'hydrogène vert et l'ammoniac recèlent des vraies opportunités pour l'export. La Tunisie a tous les atouts nécessaires pour produire l'hydrogène vert à des coûts compétitifs à court et à moyen terme. Nous devrions les intégrer dans notre politique énergétique et préparer les installations nécessaires en termes de transport et de distribution, tout en se basant sur la demande soutenue du marché européen. Il est également important de mettre en place les dispositifs réglementaires, institutionnels et techniques permettant un développement significatif de l'hydrogène vert au-delà de 20 ans. Mesdames et messieurs, pour conclure, je renouvelle mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence, que je vous souhaite plein de succès dans vos travaux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Rabia Majidi, ministre du Transport. Bonjour tout le monde. Madame la ministre de l'énergie, Monsieur le ministre de la planification, Madame la représentante présidente, Monsieur le président de l'État, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi d'assister à vous aujourd'hui et de prendre parole dans cette conférence portant sur un thème d'une excellente importance, qui est la stratégie énergétique de la Tunisie à l'horizon 2035, et ce, sous le haut patronage de Madame la chef du gouvernement. Le secteur des transports est l'un des secteurs clés des conditions de développement de la croissance économique, joue un rôle stratégique de catalyseur de développement, de facilitateur de la mobilité des biens et des personnes, en vue d'assurer l'efficacité de la boucle de production, établir les liens entre les régions et assurer et renforcer la compétitivité et l'attractivité à l'échelle internationale de notre économie. À ceci s'ajoute son rôle social comme étant un facteur favorisant l'intégration sociale et l'amélioration des conditions de vie des citoyens en termes de qualité des transports, d'accessibilité et de proximité des zones d'habitat et d'activité et comme facteur générateur
d'emploi. Et pourquoi alors on parle de la spirale et de l'attention du secteur du transport en matière de transition énergétique qui se poursuit sans cesse? De par son rôle, le secteur des transports a une dimension environnementale et écologique très importante, tant en termes de consommation d'énergie qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, le secteur des transports est le premier consommateur d'énergie finale, environ 32% de la consommation nationale totale de l'énergie. La part du lion de cette consommation est enregistrée au niveau du transport terrestre, dépassant les 90% de la consommation globale du secteur. La voiture particulière en consomme environ 40%. Le mix énergétique dans le secteur des transports est dominé par l'énergie fossile, plus de 99%. Le gazole reste encore le produit énergétique le plus consommé par les différents modes de transport, suivi par l'essence et le gaz naturel. Les autres produits énergétiques sont insignifiants. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, les transports sont l'une des sources de pollution atmosphérique la plus importante en Tunisie. L'augmentation de la mobilité et le développement du taux de motorisation des ménages et la croissance du transport routier des marchandises et des personnes contribuent à de fortes hausses des émissions de l'activité. Plus particulièrement, les moyens de transport routier sont les principales sources de pollution de l'air dans les villes. Un inventaire national qui a été réalisé il n'y a pas longtemps a établi que les transports contribuent principalement aux émissions d'oxyde d'azote, de composés organiques, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. Le bilan national établi en 2022 a indiqué que le secteur des transports occupe le second rang en termes d'émissions de gaz à effet de serre et totalise environ 37% du total de ces émissions. En effet, les gaz à effet de serre émis par le secteur ont atteint 8,2 millions de tonnes d'équivalent CO2. Sur la période 2010-2021, entre 85 et 96% de ces émissions proviennent du transport routier et seulement 1% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport ferroviaire et du transport aérien national. Mesdames et messieurs, le secteur des transports est confronté à une double problématique. D'une part, il doit répondre à la demande croissante de mobilité des marchandises et des personnes. Et d'autre part, il doit diminuer ses lourdes répercussions écologiques. C'est à la croisée de ces chemins que nous sommes en train de trouver des transmutations et des solutions efficaces, tout en répondant aux enjeux de la transition énergétique conformément aux engagements internationaux. Partant du constat que nous venons de présenter, le secteur des transports est l'un des secteurs clés qui doit contribuer à la transition énergétique, à l'optimisation de l'empreinte carbone nationale et à l'atteinte des objectifs et engagements internationaux de la Tunisie, notamment écrits dans la contribution nationale NDC. Pour atteindre ces objectifs et afin de consolider des efforts nationaux en la matière, le ministère des Transports veille à donner une importance particulière à la dimension de durabilité environnementale, énergétique et écologique dans les politiques, les réformes, les projets, les actions et les initiatives afin d'instaurer un système de mobilité vert, durable et neutre en carbone. De ce fait, les réflexions au sein du ministère du Transport ne cessent de progresser pour chercher comment se déplacer autrement, posant un regard lucide sur la difficulté des transformations à mener par rapport aux trajectoires actuelles et de mettre en avant des pistes d'action assurant ainsi le succès de la transition énergétique, non seulement comme projet de mobilité durable, mais aussi comme projet de société durable, dans une perspective de développement économique responsable. À cet égard,
Il est à signaler que le gouvernement tunisien a approuvé la vision stratégique du transport à l'horizon 2040, dans laquelle l'environnement fait partie des dimensions indissociables du développement durable, au même titre que la dimension sociale et économique. Cette vision repose sur 9 axes, dont au moins la moitié ont une dimension de durabilité et contribuent à la décarbonisation du secteur. Pour le transport terrestre, et comme les transports routiers dominent le bilan en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, un effort particulier doit se faire au niveau de ce mode, sans pour autant oublier les actions particulières au niveau des autres modes de transport. Partant d'un bilan de consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, le ministère des Transports a élaboré en 2020 une politique nationale de mobilité urbaine durable, conçue sur la base d'un scénario climat qui estime une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 32% à l'horizon de l'année 2050. Cette politique nationale de mobilité urbaine, dont certaines actions prioritaires sont en train d'être mises en œuvre déjà, permettra de contribuer de manière très significative à la transition énergétique souhaitée et à l'optimisation du encadrement national. Elle repose sur 9 axes stratégiques et contient environ 42 actions qui touchent les aspects institutionnels, financiers et techniques. La mise en œuvre de la politique nationale de la mobilité urbaine, avec ses différentes composantes, permettra de changer le modèle actuel de la mobilité urbaine pour donner place à un système de mobilité efficace, économe en énergie et sobre en carbone. À titre d'exemple, on cite les actions et les mesures suivantes incluses dans la politique nationale de la mobilité urbaine qui peuvent contribuer directement à la transition énergétique du secteur et dans quelques-unes figurent dans les recommandations de la stratégie énergétique à l'horizon de l'année 2035. C'est d'abord maîtriser la voiture particulière en ville, promouvoir le développement des modes actifs et promouvoir une mobilité urbaine plus sûre, propre et inclusive en mettant en œuvre le plan d'action Smart Mobility Tunisie pour améliorer l'exploitation et l'attractivité de tous les modes de transport durable et de la logistique en Tunisie. Mesdames et messieurs, plusieurs initiatives et actions sont mises en place ou en cours d'être mis en place au niveau du secteur du transport en vue d'une transition énergétique à travers le développement de l'utilisation des énergies propres. Donc on peut citer au niveau du transport urbain, et dans le contexte de ce mode de transport s'inscrit le développement de l'utilisation du bus électrique et le transport en commun. Nous sommes en train d'élaborer une stratégie pour le déploiement du bus électrique avec le soutien de la Banque mondiale. De sa part, l'Agence des transports terrestres, l'Agence technique du transport terrestre offre également à l'établissement d'une norme minimale pour le gaz toxique aux perturbations des véhicules. Ce qui contribuera à suivre le rythme des nouvelles technologies d'économie d'énergie et à encourager l'inclusion de la flotte des nouveaux véhicules alimentés à l'électricité ou à d'autres énergies renouvelables alternatives telles que l'hydrogène liquide en raison de leur efficacité et de la préservation de l'environnement. Au niveau du transport ferroviaire, dans une démarche d'efficacité optimale, de maîtrise des coûts de l'énergie et du temps, c'est en effet le ferroviaire qui semble être le grand gagnant des futurs investissements des lignes et de la planification du projet. À cet égard, le ministère des Transports s'est adossé dans sa vision stratégique à un plan d'investissement dédié à ce mode de transport, notamment au fret ferroviaire, sans oublier le projet à la ferme, la réhabilitation et la révision du parc des rames métro légers de la Transtube et la modernisation de l'infrastructure ferroviaire de la SNCF. La tutelle et la SNCF, avec le soutien de la BEI, la Banque européenne d'investissement, sont en train de réaliser l'étude de faisabilité
et l'étude des marchés pour l'utilisation des énergies alternatives propres dans la traction ferroviaire en Tunisie, telles que l'hydrogène, le biocarburant et les batteries. Pour le transport maritime, le port, on tend vers la décarbonisation de nos ports et à la production d'hydrogène vert. Au niveau du port, dans le cadre de la transition énergétique dans le secteur du transport maritime, l'OMT, l'Office de la marine marchande du port, a tracé une stratégie ambitieuse pour la transformation des ports de commerce en des ports verts, résilients et assurant leurs activités dans le respect de l'environnement. Parmi les objectifs de cette orientation, l'OMT envisage d'améliorer son bilan carbone à travers la réalisation des projets nécessaires pour une efficacité énergétique meilleure, optimale du moins, et une reconversion vers des énergies propres permettant d'assurer une transition énergétique dans le cadre du développement durable du secteur du transport. Aussi, ce programme permettrait de renforcer l'intégration des ports dans sa ville à travers l'amélioration de la qualité de vie des riverains par la réduction des sources de pollution de l'air provenant des navires en escale. L'OMT envisage d'offrir aux navires transitant au port de commerce de la Goulette, c'est un projet pilote, toutes les commodités nécessaires permettant aux navires accostés le branchement au réseau électrique pour subvenir et éviter ainsi la consommation de combustibles fossiles, source de pollution de l'air. Dans le cadre de son adhésion à la politique nationale en matière de protection de l'environnement et de transition énergétique, l'OMT s'est fixé les objectifs suivants. Promouvoir la qualité de vie des citoyens, essentiellement des riverains, des ports, rationaliser la consommation énergétique et promouvoir les énergies nouvelles et renouvelables, renforcer les capacités d'adaptation des ports de commerce au changement climatique et assurer un transport durable. Au niveau du transport maritime, dans le cadre du verdissement du pavillon maritime national par l'utilisation progressive d'énergies moins polluantes et pour être en conformité avec les nouvelles tendances internationales dans le domaine des transports maritimes, la compagnie tunisienne de navigation prévoit dans le cadre de son programme de flotte de la période 2023-2025 l'acquisition d'un navire Ropax GNL avec une capacité de 2030 passagers et 650 voitures au centre de la remorque, un navire Oro GNL avec une capacité de 250 remorques. Il est à souligner que l'Institut méditerranéen de formation au métier de la mer, en tant que centre de formation spécialisé dans les métiers bleus, tient à se tenir au courant des évolutions dans le domaine de la transition énergétique, en sensibilisant à l'importance du respect de l'accord MARPOL, notamment son annexe 6, en plus de divers accords nationaux et internationaux, en organisant des cours de formation pour les entreprises nationales et privées. Le transport aérien et les aéroports aussi suivent de très près cette transition écologique. Le ministère des Transports est engagé dans la réduction de l'empreinte environnementale du transport aérien et la lutte contre le changement climatique à travers l'élaboration et la mise en œuvre du plan national de réduction des émissions polluantes. Un plan par lequel tous les acteurs de transport aérien auront des actions à mener. Au niveau des aéroports, pour maîtriser ses coûts de fonctionnement et satisfaire ses besoins énergétiques, l'OACIA a programmé la réalisation d'une centrale électrique photovoltaïque à l'aéroport international Naftatouz, d'une capacité de 5 MW, permettant d'assurer l'utilisation d'une énergie propre et renouvelable, la réduction du temps de roulage des avions, aussi qui permettra d'économiser et de s'intégrer dans les lignes actives qui offrent la possibilité aux avions de rouler de leur place de parking à la piste d'atterrissage. Et c'est une ambition qui nous motive pour réussir le pari de l'innovation aérienne. Au niveau de la flotte et de la navigation, les compagnies aériennes procèdent à rejeunir leur flotte
adoptant des normes plus respectueuses de l'environnement et dans ce cadre s'inscrivent la concrétisation du programme de l'acquisition des Airbus 320 NIO de Tunisair récemment. Ces appareils permettent d'économiser entre 20 et 30% de consommation de carburant et de réduire à 20% l'émission de gaz à effet de serre. Du côté des fournisseurs des services de la navigation aérienne, une restructuration de l'espace aérien vers l'utilisation de routes directes ainsi que la revue des procédures d'approche et de départ sur nos aéroports, montée, continue et descente continue des avions. Ce sont des sujets sur lesquels aussi nous sommes en train de travailler. Je finis par parler du secteur de la logistique, excusez-moi de la longueur, étant donné que nous sommes les plus grands pollueurs, on doit aussi accaparer un certain temps. C'est intéressant, c'est tout un programme là. C'est tout un programme. Si vous voulez que je m'arrête, je conclue. Moi, le temps, je ne reste pas chez moi. C'est juste un petit mot pour la logistique, pour le secteur de la logistique. Et bien évidemment, la logistique aussi s'intègre dans cette politique et un plan de travail qui s'articule autour de 5 principaux axes touchant à la fois la mise à niveau de l'infrastructure, des services et du cadre réglementaire et institutionnel du secteur de la logistique sont en train d'être mis en place à travers la modernisation et l'interconnexion des infrastructures, et ce, par l'organisation des métiers des transports de la logistique, l'amélioration du cadre juridique et institutionnel, le renforcement de la coordination dans la chaîne logistique, l'attraction des investissements logistiques et le développement. Mesdames et messieurs, pour conclure, la transition énergétique est une responsabilité nationale commune. C'est le fruit de l'instauration d'un système sectoriel efficace en organisant l'utilisation du territoire, les activités sociales et économiques de manière à réduire les besoins en déplacement et l'utilisation des combustibles fossiles, et en concevant des villes où les citoyens ne goûtent pas le transport en commun, recourir au transport individuel qui est énergivore. L'accompagnement des associations qui contribuent à ce grand objectif est aussi indispensable, vu leur rôle dans la sensibilisation. On est tous d'accord que le défi phare rendant nécessaire la transition énergétique du secteur des transports sont le changement climatique, la pollution atmosphérique et la dépendance au pétrole. Cette approche mène à croire de plus en plus en certaines valeurs telles que l'égalité et la solidarité afin de réaliser une transition énergétique universelle. Je suis désolé pour être si lent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Un secteur stratégique, bien évidemment, qui doit réussir sa transition énergétique aujourd'hui, un secteur qui est assez énergivore, donc c'est normal qu'il y ait autant de propositions, c'est tout un chantier. Alors, la parole maintenant est à Madame Céline Moirou, qui est représentante présidente du PNUD en Tunisie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Madame la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le président du TICAM, Mesdames et Messieurs, je suis honorée de représenter le programme des Nations Unies pour le développement, qu'on appelle le PNUD, en Tunisie, lors de cet atelier de la présentation de la stratégie énergétique de la Tunisie à l'horizon 2035. Tout d'abord, je tiens à féliciter Madame la ministre pour son engagement à l'élaboration de cette stratégie énergétique qui témoigne de la priorité accordée aux défis énergétiques que la Tunisie devra relever afin de s'engager pleinement dans une transition énergétique juste pour le développement durable et qui s'aligne en effet avec son engagement climatique dont on a parlé auparavant. Le PNUD est vraiment honoré d'avoir pu appuyer la sollicitation du ministère pour l'élaboration de cette stratégie. Et je voudrais aussi remercier tous les acteurs. J'ai eu la chance de participer à un certain nombre d'ateliers
avec vraiment tous les acteurs principaux sur les questions de l'énergie et de la transition énergétique depuis pendant de bons mois en 2022 pour arriver aujourd'hui à un produit qui va être présenté qui, je pense, est concerté et approprié. Donc je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, la question énergétique est au cœur des préoccupations internationales. En effet, des bouleversements majeurs ont touché l'équilibre économique mondial sous l'effet de plusieurs facteurs déterminants. À peine sorti d'une pandémie, le monde est confronté à des tensions géopolitiques persistantes, à une volatilité extrême des prix des matières premières et une inflation record. La question de la sécurité énergétique est au croisement d'enjeux fondamentaux pour plusieurs pays, combinés à la pression problématique des risques climatiques qui vont en s'accélérer. Au niveau de la Tunisie, le contexte énergétique s'est caractérisé pendant les 2 dernières décennies par une demande croissante des besoins énergétiques concomitante avec des ressources progressivement limitées, ce qui a induit un déficit croissant de la balance énergétique. Par ailleurs, la volatilité des prix internationaux de l'énergie présente des risques qui peuvent toucher la vulnérabilité économique du pays. En dépit des efforts consentis en matière de maîtrise de l'énergie, le mix énergétique tunisien, comme l'ont mentionné les discours précédents, dépend fortement des énergies fossiles et il est important de mettre en avant l'importance de dynamiser le rythme de développement des énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique à grande échelle. Par ailleurs, la Tunisie a pris un engagement dans sa contribution nationale déterminée, actualisée en 2021, de réduire son intensité carbone de 35% en 2030 par rapport à 2010, avec des objectifs phares dans le secteur de l'énergie. Partant de ce constat, cette stratégie qui sera présentée aujourd'hui offre une vision ambitieuse de long terme qui traduit l'engagement de la Tunisie à changer de modèle énergétique et à amorcer une véritable mutation des modes de production et de consommation énergétique de façon à décarboner son économie d'ici 2050 en conformité avec l'engagement de la Tunisie dans le cadre de l'accord de Paris. Il s'agit d'assurer sa sécurité d'approvisionnement énergétique et de faire de l'énergie un levier d'attractivité, de compétitivité et de développement. Mesdames, Messieurs, pour opérer une véritable évolution du système énergétique, il est impératif de préparer les conditions d'un changement des habitudes de production et de consommation énergétique. Dans ce sens, la stratégie met en lumière les véritables leviers pour atteindre ces objectifs et réaliser les réformes nécessaires. Ainsi, l'utilisation des énergies renouvelables, l'électrification des usages, le recours à l'efficacité énergétique afin de maîtriser les consommations énergétiques pour tous les usages et dans tous les secteurs, la sobriété énergétique qui touche largement l'évolution des modes de vie à travers un changement de comportement sont devenus des enjeux clés pour assurer une réussite de la transition énergétique. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette stratégie nécessitera la mise en place d'un cadre de gouvernance clair et bien défini et reposera sur une feuille de route pour conduire une politique énergétique cohérente. Il s'agira d'établir une programmation annuelle, globale et sectorielle des investissements à mettre en avant et des réformes structurelles à entreprendre sur la période 2022-2025. On va dire 2023-2025. Il y a pas de dans mon désolé. Le secteur privé est appelé à jouer un rôle crucial dans le financement de la transition énergétique et l'atteinte des objectifs climatiques. Pour finir, je voudrais juste rappeler l'engagement du PNUD dans la question, sur la question de la transition énergétique et notamment notre engagement à la mise en œuvre de cette stratégie, y compris sur un certain nombre d'axes, dont notamment la question de la précarité énergétique, qui est un des axes de la feuille de route. Donc je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes plein de succès pour cette conférence et en espérant qu'elle contribue à consolider la voie empruntée par la Tunisie pour assurer sa transition énergétique. Merci encore. Nous l'espérons aussi. Excellent message. Merci à vous, Mme Céline Marot, le président du PNUD en Tunisie. La parole maintenant à M. Salim Majou, président de l'UTIC.
Bonjour à tous. Madame la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification, Monsieur le ministre des Transports, Madame la représentante résidente du PNUD, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Nous sommes ici pour découvrir et discuter de la nouvelle équation énergétique de notre nation, de son potentiel mix énergétique, et de la stratégie énergétique de la Tunisie à l'horizon 2035. Nous soutenons bien sûr Madame la ministre et nous sommes, comme toujours, force de proposition, de production, d'investissement et d'attraction des idées pour les énergies renouvelables. Vous savez que vous pouvez compter sur nous. Vous savez que vous pouvez compter sur le secteur privé et que nous appelons à l'accélération du renouvelable depuis très longtemps. Trop longtemps peut-être, aussi bien quand le soleil est levé que quand il se couche. Aussi bien en période de tempête qu'en période de calme qui parfois précède ou suit une tempête. Mesdames et messieurs, mon propos ne concernera pas l'équation énergétique en elle-même, mais plutôt la dérivée de cette équation. La dérivée, c'est ce qui permet à l'équation de se renforcer et de s'affaiblir. Elle est à la fois la source et l'objectif, la cause et la conséquence. Notre dérivée à nous, à l'UTICA, et que nous partageons bien sûr avec vous, et avec vous tous probablement, mesdames et messieurs les représentants du gouvernement, c'est la souveraineté. Les énergies renouvelables nous intéressent, bien sûr parce qu'elles sont propres, bien sûr parce qu'elles sont compétitives, bien sûr parce qu'elles attirent l'investissement, bien sûr parce qu'elles deviendront exigées à l'exportation, mais d'abord et avant tout parce qu'elles sont par nature inépuisables, parce qu'elles sont souveraines et qu'elles renforcent notre indépendance énergétique. Elles sont pour nous d'abord souveraines, puis propres et non l'inverse. Mesdames et messieurs, comprenons ce qui se passe dans le monde, au nord de chez nous, et tirons-en les leçons. En l'espace de 15 ans, les États-Unis d'Amérique sont devenus autosuffisants et excédentaires en énergie, notamment grâce au gaz de schiste. Leur niveau d'autosuffisance est aujourd'hui de 110%, alors qu'il n'était qu'à 70% en 2005. La France était à 25% en 1975 pour doubler et atteindre les 55% en 1995, soit 20 ans plus tard. Mais elle stagne depuis, notamment suite au moratoire sur le nucléaire et au blocage du gaz de schiste. Celui de l'Allemagne est à environ 30% aujourd'hui. Celui de la Russie, excusez-moi la citation, approche les 200%. Posons-nous la question. Que s'est-il passé en Europe? À un moment de leur histoire récente, lorsque la guerre était un lointain souvenir, ils ont choisi de troquer les sources d'énergie dont ils disposaient pour des sources d'énergie extérieures et du renouvelable local. Et ont bloqué le potentiel hydroélectrique, l'exploration du gaz de schiste et le développement du nucléaire, alors qu'ils étaient très avancés dans ce domaine. Finalement, ils ont troqué indépendance contre écologie et se sont retrouvés à n'avoir ni l'une ni l'autre d'ailleurs. La plupart des pays européens ayant remis leurs centrales à charbon en activité. Quel beau résultat! L'Europe en a tiré les leçons. Ils ont mis en place un plan massif d'investissement comprenant le nucléaire,
alors que le nucléaire était devenu énergie non grata auprès de la pensée unique passée. Ce plan européen a été baptisé Repower Europe, rééclairer l'Europe, pour mettre un terme à leur dépendance au gaz russe notamment. Mais Power veut également dire puissance, c'est-à-dire l'inverse de la dépendance. Et les Européens leur ont donné raison. Dans un sondage de l'Eurobaromètre, 85% des Européens se sont prononcés pour que l'Union européenne réduise au plus vite sa dépendance énergétique. La France a également mis en place, de son côté, fin 2022, une commission d'enquête parlementaire dont le seul titre suffit à nous éclairer. La commission d'enquête parlementaire visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Mesdames, Messieurs, dans un contexte mondial où l'énergie est utilisée comme une arme de guerre et de manipulation, l'Europe a compris que son équation énergétique se devait d'avoir pour dérivée, cause et objectif, la souveraineté, pour améliorer son indépendance et autosuffisance énergétique. Elle l'avait déjà compris pour l'alimentation en mettant en place la politique agricole commune dès 1962. Nous sommes dans un monde très perturbé. Crise économique, Covid et suite Covid, qui a brisé toutes nos chaînes de valeur, les chaînes de valeur mondiales, bien sûr, aussi bien, et bien sûr avec un jeu géopolitique à la clé. Chers amis, tirons nous-mêmes également les leçons de l'actualité, de l'histoire et de la géopolitique. À l'UTICA, nous ne sommes pas climato-sceptiques, ni géopo-sceptiques, ça n'existe pas, je l'ai inventé, ni souveraino-sceptiques. Nous soutenons toutes les énergies souveraines, et notamment les énergies souveraines propres, telles que le renouvelable, et la première d'entre elles, l'énergie humaine, l'énergie de tous les Tunisiens. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers amis, notre nation ne doit pas s'interdire d'explorer et d'aller au bout de toutes ces opportunités énergétiques. Et cela peut renforcer notre autosuffisance, notre indépendance énergétique et notre souveraineté. Gardons la souveraineté comme socle commun à toute politique nationale, qu'elle soit énergétique, économique, pharmaceutique, alimentaire ou hydrique. Si l'histoire et l'actualité nous donnent déjà raison, soyez convaincus que l'avenir nous donnera raison également. En fait, que voulons-nous dans ces temps difficiles? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on est là? Tous les jours d'ailleurs. Tout d'abord, nous voulons de la croissance, car c'est la seule façon d'apporter la prospérité à nos populations et de leur fournir des opportunités. Nous avons donc besoin, premièrement, de croissance. Deuxièmement, encore faut-il que cette croissance soit durable pour répondre aux défis du changement climatique. Troisièmement, cette croissance doit répondre aux défis de la transition démographique. Notre pays bénéficie des dividendes de la croissance démographique grâce à sa jeunesse, alors que d'autres sont confrontés au vieillissement de leur population. Ce sont des coûts abordables pour les ménages et les entreprises qu'on cherche si on veut pouvoir bien vivre dans notre pays et continuer à l'industrialiser. La stratégie, il faut maintenant, Madame la Ministre, la décliner industriellement et territorialement. Merci et bravo à toutes celles et ceux qui ont rendu ce projet possible et surtout cap sur les années prochaines, ensemble. Cap sur 2050, parce que nous avons aussi un engagement pour la planète, parce que nous sommes engagés à la neutralité carbone en 2050. Nous avons un très bon système, et j'espère qu'on dira un jour, nous avons un très bon système énergétique, précisément fondé sur les renouvelables, une énergie accessible à bas coût, recarbonée et souveraine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Régis. La parole maintenant est Madame Leïla Gourouji, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.
Je rappelle que juste après, nous allons avoir la présentation des principaux résultats de la stratégie énergétique de la Tunisie à l'horizon 2035, présentée par nos experts, que j'aurai l'honneur de vous introduire dans quelques minutes. Bonjour, Monsieur le ministre de l'économie, de la planification, cher CCDR, Monsieur le ministre du Transport, cher ami, Monsieur le Président de l'UTITA, Samir Mechour, Madame la représentante présidente en Tunisie, chers partenaires, chers collègues, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est réellement et du fond du cœur un grand plaisir et un honneur de procéder aujourd'hui avec vous à l'ouverture des travaux de cette conférence que nous avons voulu nationale, conférence organisée sous le haut patronage de Madame la chef du gouvernement, pour vous présenter les résultats de l'étude sur la stratégie énergétique de la Tunisie à l'horizon 2035. Permettez-moi tout d'abord de remercier vivement le PNUD pour son appui à l'élaboration de cette stratégie et son soutien continu à la Tunisie dans la formulation et la mise en œuvre des différentes stratégies de développement durable et particulièrement celle qui nous intéresse aujourd'hui, celui du secteur de l'énergie. Mes remerciements s'adressent également à tous nos partenaires ici présents qui nous honorent par leur présence, leur participation active aux différentes actions et programmes du département ont été indéfectibles. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, et cela a été rappelé depuis ce matin, dans un contexte énergétique inédit, à la fois au niveau international et national, des transformations profondes dans notre système énergétique sont aujourd'hui indispensables pour limiter notre dépendance à l'égard de l'importation des énergies fossiles et l'orientation vers une utilisation accrue des énergies renouvelables, et ce pour renforcer notre sécurité énergétique et diversifier notre mix énergétique. Vous rappelez, en 2022, avec une flambée record des prix de l'énergie, un soutien budgétaire sans précédent a été accordé par le gouvernement tunisien pour préserver le niveau de vie des ménages et la compétitivité de nos entreprises. Dans le contexte actuel de crise énergétique structurelle, comme cela a été annoncé récemment par l'Agence internationale de l'énergie, nous avons besoin de bâtir une nouvelle stratégie de long terme, moins dépendante de l'évolution des cours mondiaux du pétrole, une stratégie qui renforce la sécurité énergétique et qui prend en considération les retombées positives sur la croissance économique de notre pays, sur la compétitivité des entreprises, le pouvoir d'achat des ménages, ainsi que nos engagements dans le cadre de la mise en œuvre des accords de Paris. L'élaboration de cette stratégie énergétique s'inscrit en parfaite harmonie avec notre vision 2035, la vision 2035 de la Tunisie, tout comme celle de la stratégie de l'industrie et des mines. En effet, en juillet dernier, les résultats de notre stratégie industrielle et d'innovation 2035 ont été présentés, donnant les bases d'une politique industrielle ambitieuse qui soutient une retombée dans l'échelle de valeur mondiale et une transition vers une plus de compétitivité basée sur l'innovation. Pour le secteur des mines et des ressources minières, une étude stratégique est en cours de réalisation et sera achevée la fin de cette année et j'espère sera aussi présentée dans le cadre d'une conférence nationale. Concernant la stratégie énergétique, elle s'inscrit dans une vision globale, une vision énergétique, climatique, économique et sociale. Son objectif est de garantir l'approvisionnement d'une énergie sûre, énergie accessible, abordable pour l'ensemble des citoyens et des activités économiques sur tout le territoire de la Tunisie. Elle appréhende la problématique de sécurité énergétique du court terme dans une optique de long terme, tournée vers un modèle énergétique durable qui contribue au développement bas carbone de la Tunisie. La démarche adoptée pour l'élaboration de cette stratégie a tenu compte d'abord d'une concertation élargie
et d'une implication de l'ensemble des parties prenantes à travers différentes structures, un comité de pilotage qui a regroupé l'ensemble des acteurs concernés par le secteur pour suivre et valider les travaux. Des groupes de travail ont été mis en place autour de thématiques spécifiques, à savoir la demande, l'électricité, les hydrocarbures, et enfin des réunions bilatérales avec les parties prenantes et organisées régulièrement avec les acteurs clés pour mener à bien l'ensemble des travaux de cette stratégie. Les résultats premiers ont été présentés lors d'un atelier de concertation depuis octobre dernier, l'objectif étant l'appropriation de la stratégie par les acteurs clés. Ensuite, c'est de bâtir sur les travaux réalisés en Tunisie dans le domaine de la prospective énergétique et climatique. Cette stratégie a permis de synthétiser ces travaux, les mettre à jour en prenant en considération l'évolution du contexte national et international. Enfin, la troisième caractéristique de cette nouvelle stratégie, c'est de ne pas se limiter à la fixation des objectifs, mais d'asseoir une feuille de route pour la mise en place de mesures et dispositifs prioritaires permettant la mise en place d'un climat d'investissement, qui soit favorable à la concrétisation de cette stratégie. Mesdames et messieurs, notre stratégie vise le renforcement de la sécurité énergétique, la réduction de l'importation des énergies fossiles, la lutte contre la précarité énergétique et la contribution à la neutralité carbone d'ici 2050, avec 4 principaux objectifs qui ont été déclinés en 17 leviers. Les principaux objectifs stratégiques sont la sécurité de l'approvisionnement énergétique, déclinée en 6 leviers, la décarbonisation de l'économie, déclinée en 5 leviers, le développement économique inclusif, décliné en 3 leviers, et enfin la transition juste, déclinée en 3 leviers. Je voudrais particulièrement insister sur certains de ces leviers. Tout d'abord, la relance de l'exploration et le développement des gisements des hydrocarbures. Deuxième levier, la diversification des sources d'approvisionnement énergétique. Je citerai principalement l'interconnexion électrique avec l'Italie et la préparation de la transition vers l'hydrogène. Troisième levier, le renforcement de la politique d'efficacité énergétique et le recours au changement de comportement des acteurs économiques pour limiter le gaspillage de l'énergie. Et je parle bien entendu de la sobriété énergétique. À ce titre, un plan de sobriété énergétique a été récemment élaboré et constitue une composante prioritaire de la mise en œuvre de cette stratégie et sera très prochainement présenté. En termes de réduction de la demande d'énergie, l'objectif visé par la stratégie est de réduire l'intensité énergétique primaire de 3,6% par an. Quatrième levier que je voudrais partager avec vous, c'est le déploiement massif des énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique, limiter la dépendance de la production électrique à l'utilisation du gaz naturel. Notre objectif a été révisé à la hausse. Le déploiement massif de l'énergie solaire et de l'éolien devrait permettre de porter la part des énergies renouvelables dont la production électrique à 35% à l'horizon 2030 et 50% à l'horizon 2035. Cinquième levier concerne l'électrification progressive des usages énergétiques dans l'ensemble des secteurs, particulièrement le transport, dans une optique où les énergies renouvelables doivent constituer le socle de la production d'électricité. L'objectif visé est de porter la part de l'électricité à 30% de la consommation finale à l'horizon 2035, mais aussi de réduire les émissions de CO2 du secteur de l'énergie d'environ 36% en 2030 et à 46% en 2035 par rapport au business as usual. Mais également une quasi-stagnation des émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles de 2021, soit une importante amélioration des performances climatiques du secteur de l'énergie. Sixième levier concerne le développement des technologies vertes innovantes, notamment la production de l'énergie verte comme source potentielle de diversification de notre mix, mais aussi comme source potentielle d'exportation d'hydrogène vert
d'ammoniac vert et d'engrais vert. Septième levier concerne la création d'emplois. Plus de 70 000 postes d'emploi additionnels seraient créés par l'implémentation de cette stratégie et l'accroissement additionnel de notre PIB induit par la mise en œuvre de cette stratégie de 2% par rapport au scénario business as usual. Huitième levier concerne la maximisation de la valeur ajoutée locale au travers d'une politique appropriée d'intégration industrielle et un renforcement des capacités et un transfert des technologies. Dernier levier concernera la lutte contre la précarité énergétique des populations vulnérables et des inégalités des genres et la durabilité sociale du secteur. Pour cela, une feuille de route nous permettra la mise en œuvre concrète de cette stratégie à travers la mise en place des conditions propices pour encourager l'investissement dans les technologies vertes et les actions clés pour soutenir les investissements. En outre, des instruments de mise en œuvre de la stratégie sont prévus. Il s'agit d'un comité énergie permanent au sein de notre département et d'un conseil supérieur qui sera présidé par notre chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, le programme de cette matinée que nous voulons riche comprend, en plus de la présentation des principaux résultats de la stratégie énergétique à l'horizon de 2035, 3 panels qui débattront autour des thèmes relatifs aux enjeux et moyens nécessaires pour les acteurs publics pour la mise en œuvre de cette stratégie. Le deuxième panel traitera du rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de cette stratégie. Et enfin, le nerf de la guerre, quels instruments et mécanismes de financement en faveur de la mise en œuvre de cette stratégie énergétique. Mesdames et messieurs, en conclusion, et au travers de cette nouvelle stratégie, la Tunisie a choisi d'adopter un nouveau modèle énergétique qui permet de réduire notre dépendance à l'importation des énergies fossiles, contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon de 2050 et réduire la précarité énergétique. La réussite de la mise en œuvre de cette stratégie est tributaire de l'implication de l'ensemble des acteurs, du secteur public, mais aussi du secteur privé et des institutions financières. Enfin, je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'équipe d'experts mobilisée par le PNUD, qui a été mobilisée pendant de longs mois pour nous accompagner dans les différentes étapes d'élaboration de cette stratégie. Je ne voudrais pas finir sans remercier tous mes collègues du ministère, des structures sous tutelle, pour leur forte implication, et je suis convaincue de leur engagement pour la mise en œuvre et la réussite de cette stratégie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous allons maintenant procéder à la présentation des principaux résultats de la stratégie énergétique à l'horizon 2023. Ça va être fait en 3 temps. Donc on a 2 experts, mais qui vont présenter à tour de rôle les différents outcomes de cette stratégie. Nous allons commencer avec M. Lafit Misseoui et ensuite la parole sera à M. Béchir Ennadi. La parole est à vous, vous avez 30 minutes. Ben, essayez de... Try hard. Essayez de... Madame la Ministre,